l'État devrait prendre en compte dans cette feuille de route-là la valorisation des talents à la base. Les entreprises qui sont spécialisées, je ne parle pas des gens qui sont dans leur salon et qui se prennent pour des promoteurs culturels. On reprenne les chants, la danse, la chorégraphie, des concours inter-écoles autour des arts. Si c'est 3 millions qu'il faut répartir à 10 artistes qui sont invités pour avoir les 3000 personnes, combien le cachet vaut en moyenne? C'est pas nous, c'est le marché. Je suis Komlan Maurice Maxime Minassé. Maintenant, je me présente comme chef d'entreprise, pour faire simple, parce que je dirige plusieurs entreprises, mais nous sommes plus spécialisés dans l'organisation des événements. Je dirige une entreprise événementielle, une agence événementielle qui est connue sous le nom de Mascom. Je pense que c'est à ce titre que je suis invité à cette tribune. Voilà, si je peux faire court. C'est les vacances. Cap sur Aguenibé pour la 13e Foire Adjafi du 21 août au 7 septembre 2025. Thème de l'année, agroalimentaire, packaging et compétitivité des TPME togolaises sur le marché de la ZLECAf. Découvrez une foire totalement transformée pour de belles expositions. Participez à un forum, 2 salons, une table ronde, des journées thématiques et vibrez au rythme des concerts et animations culturelles. Faites briller vos produits, vos services et l'innovation Made in Togo. Infos et inscriptions 98 88 83 69 90 02 31 23. Mail maxcorp@live.com. La 13e Foire Adjafi, une nouvelle expérience vous attend. La foire où tout est possible. La question est vraiment assez complexe. Elle est posée simplement, mais elle est assez complexe. Ça m'oblige à faire un petit recul pour décadrer un peu le contexte. Le showbiz est un environnement de travail autour de l'industrie musicale. Il faut savoir d'abord qui sont les professionnels dans cette industrie-là, qui sont réellement des professionnels qui s'appliquent dans ce métier ou dans un métier de l'industrie pour qu'on évalue s'ils sont bien rémunérés ou pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On peut tous vouloir ou se présenter comme acteur de showbiz, mais ne pas être réellement un professionnel du secteur. D'accord? Donc pour apprécier l'opinion ou les opinions des uns et des autres, il faudrait vraiment qu'on fasse une identification réelle de ceux-là qui travaillent dans l'industrie musicale ou culturelle, ceux-là qui peuvent être identifiés comme des acteurs du showbiz. Est-ce qu'ils font réellement un travail formalisé, structuré, organisé, et ensuite on évaluera s'ils sont bien rémunérés ou pas. Maintenant, tous ceux qui tournent dans la sauce, si pour le dire ainsi, et qui commencent par se plaindre, nous ne pouvons pas tenir compte de leur retour comme données scientifiques pour évaluer le milieu. Ça fait un. Ok, ça fait un peu compliqué, mais je pense que c'est assez ainsi recadré, on peut s'entendre. D'accord? Maintenant, quand je considère ceux qui réellement sont des professionnels du secteur, ont une structure organisée, font un travail planifié, ont des stratégies élaborées, ont des plans de travail, ont des équipes, ceux qui fonctionnent comme des entreprises, on peut les évaluer, on peut les identifier, les énumérer et les évaluer. Maintenant, celles-là, ces entreprises-là, pour la plupart, ne vivent pas forcément de l'industrie musicale. Ça, c'est un fait. Ne vivent pas forcément de l'industrie musicale parce que le marché lui-même, à ce jour, ne permet pas de rentabiliser. Parce que pour toute entreprise, si nous considérons les promoteurs culturels, les entreprises culturelles
comme des entreprises, des structures commerciales qui proposent des services ou qui proposent des produits, leur rentabilité dépend certes de leur fonctionnement, de ce qu'ils proposent, mais aussi du marché, le contexte économique, social, de l'environnement dans lequel ils travaillent. Donc le marché aujourd'hui n'est pas encore rentable parce que la demande dont nous disposons, le marché, ceux qui peuvent consommer la musique, le dessin, les œuvres littéraires, tout ce qui est comme œuvre d'art ou la culture, ces consommateurs-là ne sont pas assez constitués, n'ont pas un pouvoir d'achat qui leur permet de consommer à juste rythme, comme dans les pays voisins, les autres pays, la musique, n'ont pas encore de manifestation claire qu'ils veulent acheter de la musique. Ils veulent écouter de la musique, ils veulent suivre des spectacles, mais ils ne sont pas encore prêts, le public n'est pas encore prêt, ou ceux qui sont prêts ne sont pas assez nombreux, ne constituent pas une part de marché importante pour consommer ce que nous produisons. Donc, de ce fait déjà, il est clair que nous sommes dans un secteur qui n'est pas développé, mais qui est en train d'être construit. Ok? Donc, si tu es entrepreneur, comme toute entreprise, tu embrasses un nouveau secteur, tu ne peux pas t'attendre à rentabiliser. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Voilà. Vu de ce fait, c'est normal qu'on ne puisse pas rentabiliser tout de suite. Pas à court terme, pas à moyen terme, peut-être à long terme, parce que c'est une industrie naissante qui est en création. Parce qu'au Togo, elle n'existe vraiment pratiquement pas. Et nous travaillons chacun de son côté à ce que ça se mette en place et qu'un marché soit constitué et que des personnes, un public, une cible soit prête à consommer ce que nous mettons en avant. La foire à Djafi, pour une entreprise, considérée comme une entreprise saisonnière, évaluée à un temps T, produit des résultats. D'accord? Maintenant, dans notre contexte, où c'était une entreprise qui était en train de se constituer, se développer, d'accord? Sur les 5 ans, les 5 premières années, la foire était toujours déficitaire, pratiquement très déficitaire. Je ne vais pas dans les détails. Mais ce n'était pas une surprise. Ce n'est pas une surprise pour nous autres parce que nous étions conscients déjà à la base qu'une entreprise n'est pas censée produire des résultats les premières années. C'est à moyen terme ou à long terme. Une entreprise qui a une grande vision ne peut pas prétendre être rentable avant les 5 premières années. D'accord? Donc, on a continué parce qu'il fallait en même temps qu'on produisait quelques résultats, en même temps réinvestir dans le projet pour le développer, pour atteindre la vision que nous avons conçue au départ. Parce que ce n'est pas la fois présentée en 2012 qu'on présentera en 2021. Nous essayons de développer les sections, les segments progressivement, année par année, selon nos moyens dont nous disposions. Aujourd'hui, la foi ne nourrit pas son homme. En tout cas, pas les promoteurs. Ok? Mais à travers la foi, les promoteurs se font une référence pour faire vivre une autre structure. Et c'est la plupart c'est le modèle que la plupart des entreprises événementielles ou culturelles développent au Togo ou même dans la sous-région. La culture ou l'événement lui-même que nous portons n'est pas forcément rentable. Sur le plan pécuniaire, sur le plan financier, ne produit pas des impacts financiers sur nos entreprises ou sur nos vies, mais permet pour la plupart de nous constituer une référence, de nous constituer une visibilité qui, au cours de l'année ou des années à venir, fait venir d'autres opportunités. D'accord? Donc, pris sur cet angle, la foire est rentable. Parce que ce n'était pas fait au départ pour que la foire produise
de l'argent pour qu'on ait une vie sécurisée, une famille, une retraite, une santé, une sécurité sociale. C'était pas ça au départ. C'était d'abord une action pour promouvoir de l'entrepreneuriat. Ensuite, pour donner une visibilité à l'agence Mascom qui est spécialisée dans l'événementiel. Ok? Donc, la foi a permis aujourd'hui à Mascom de se développer, d'avoir une assise et une autorité. Donc, c'est rentable sur ce point. Maintenant, la foi elle-même en tant qu'événement, est-ce qu'à la fin de chaque édition, on a un résultat positif qui permet de se faire des économies, des épargnes ou des investissements? Je dirais non. Et peut-être qu'au-delà, il faudrait régulièrement créer des plateformes ou des tribunes où les acteurs réellement professionnels puissent s'exprimer. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, surtout sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas de fondement. C'est pourquoi j'ai commencé mes propos en présentant l'écosystème. Nous sommes en entrepreneuriat. Ok? L'entrepreneur culturel, le promoteur culturel ou l'agence événementielle qui organise un événement, un concert, a pour objectif principal de rentabiliser. D'accord? Rentabiliser, c'est soit créer un public qui va consommer l'offre, soit créer un service, un résultat qu'un partenaire va consommer en retour, sponsoring ou en visibilité. Et pour avoir ces résultats, il faut que le public ait l'attraction qu'il lui faut. Le marché est toujours une question d'offre et de demande. On ne propose pas dans une boutique ce que les gens ne demandent pas. C'est pas parce que tu sais faire une chemise que forcément tu vas les vendre. C'est la chemise que les gens demandent qu'il faut faire pour être vendu. D'accord? Donc si les gens produisent, les gens réfléchissent, les gens sortent du génie de la création, c'est bien, c'est de l'émulation. Nous travaillons pour qu'il y ait même plus de création. Mais c'est pas parce qu'on a créé, qu'on est rentré en studio, qu'on a payé un son ou qu'on a fait un clip ou qu'on tourne sur 2 ou 3 télés que le public veut de vous. Ok? Maintenant, le public, c'est lui qui exige de la fiche. C'est le public qui est déterminant dans la composition, dans la confection de la fiche. La fiche principale, c'est toujours le public. D'accord? On ne met pas Daniel sur scène parce que c'est un ami, c'est un cousin. Non, je veux mettre quelqu'un sur scène pour que les tickets soient vendus, ou pour que les sponsors soient intéressés, ou pour que les politiques aient leur public, ou que les ONG aient leur communauté. C'est en fonction de l'objectif de l'événement qu'on propose toujours l'artiste. L'artiste qui maintenant n'est pas forcément le meilleur sur une tribune où il faut tout fan. Et l'artiste tout fan n'est pas forcément le meilleur sur une tribune où il faut qui par exemple picaleuse. Les artistes ont différents profils et s'adressent à différents publics. Donc en fonction de l'événement, en fonction de l'objectif et de la cible de l'événement, on propose une offre, un contenu. Et c'est ce contenu-là qui nous oblige à identifier tel artiste par rapport à tel autre artiste. Ok? Si c'est par exemple pour un spectacle payant par des congrès, où je dois mobiliser 3000 personnes, qui doivent payer des tickets à 5000 francs, je ne vais pas proposer un artiste qui n'a jamais fait une salle de 500 places. Bon, sauf si je ne veux pas gagner de l'argent. Maintenant, les artistes qui se plaignent, ils n'ont qu'à comparer les événements et comparer ce qu'eux-mêmes proposent. Je prends le contexte Adjafi, parce que je suis là pour Adjafi. Nous avons un public qui varie entre 5 000 et 10 000, des fois 15 000 selon l'évolution, le week-end et l'affiche. Mais moi, je dois avoir 5 000 personnes, éventuellement, pour réunir, disons, 2 500 000. Ça fait 500 francs fois 5 000. OK? Et sur les 2 500 000, il y a des charges qui sont alignées. L'infrastructure, la logistique, la ressource humaine, la communication, les charges de la journée, du concert, de telle date précise, sont là et attendent. La sécurité, tout est là. Et il faut payer l'artiste qui veut être sur l'affiche. Et maintenant, payer les autres artistes qui veulent aussi l'accompagner. Sur les 2 500 000. Est-ce que je vais me permettre de prendre mon voisin ou mon copain
ou l'artiste qui m'appelle le plus souvent inbox. Non, je prends la fiche qui me permet d'avoir au minimum les 5000 personnes ou au mieux 10 000 personnes pour sécuriser mon événement, pour le rendre rentable. C'est la réflexion que tout entrepreneur, dans la logique d'entreprendre pour gagner de l'argent, doit tenir. C'est la démarche que nous tenons. Et c'est ce qui s'impose à nous. Okay? Nous ne sommes pas à la base des ONG, nous ne sommes pas à la base des entreprises sociales, ce sont des entreprises commerciales. Maintenant, il arrive que sur certains événements, qu'il n'y ait pas d'exigence sur la mobilisation. Disons, intermède d'une cérémonie, d'une conférence de presse ou d'une activité de 100 personnes, un événement institutionnel. Le public est déjà là. Ok? Donc là, nous avons la possibilité d'inviter l'artiste qui ne mobilise pas, mais qui correspond aux exigences de ce client-là, de l'institution ou de l'entreprise qui organise l'événement. Je peux placer un artiste là, parce que ce n'est pas question de mobiliser, mais c'est d'offrir une beauté, de l'œuvre. Donc s'il est bien, même s'il fait du gospel ou qu'il est choriste ou il fait de l'instrument, je ne veux pas savoir, mais est-il qu'il correspond et il peut rentrer dans le cahier de charges de ce client-là. On peut se faire des faveurs ou des largesses en mobilisant d'autres artistes parce qu'il n'y a pas exigence d'objectifs publics cibles. D'accord? Mais quand on nous dit qu'il faut organiser le Move Summer ou la fête de la bière, ou il faut organiser Togocel plage, où le client Togocel ou le client Move exige de l'agence qu'il faut 15 000 personnes à la plage, on ne peut pas se permettre d'inviter les artistes qui s'habillent bien, mais qui n'ont jamais mobilisé 1000 personnes. Dans quelle salle? Quelles références ils ont? Est-ce qu'ils peuvent prouver ça? Ils ne peuvent pas. D'accord? Ça ne nous protège pas. C'est pourquoi à chaque fois, les gens ont des opportunités, mais font venir des têtes d'affiche de l'extérieur qui peuvent garantir le résultat qu'on lui a fixé, et ils associent à ces têtes affiches-là les artistes que nous avons sur le plan local, qui profitent aussi de ce public-là, qui profitent de l'expérience de l'artiste invité. C'est un business et chacun a son objectif. Et nous ne pouvons qu'encourager les artistes à continuer par travailler. Ils ne peuvent que travailler comme Tufan, comme King Messan, comme Santrinos, qui est une fierté, comme Picalus. D'accord? Il faut qu'ils travaillent. C'est ça qui peut leur permettre d'être programmés. Sinon, on peut les programmer par affinité, par complaisance, mais demain, ils iront à Cotonou pour un spectacle, ils ne mobiliseront même pas 500 personnes. Femme dans la peau. Boko, homo dans la peau. A femme dans la peau. Boko, homo renado. Je vais pas traîner sur la question. Je vais rester dans ma logique d'entreprise. Ok? C'est offre et demande. D'accord? Vous rentrez dans un supermarché Champion ou Ramco ou si vous voulez Sanol. Vous allez voir dans les étalages plusieurs catégories de lait concentrés par exemple, mais qui n'ont pas le même prix. Mais c'est même boutique, c'est le même étalage. Vous avez des bouteilles de vin, même contenance, mais qui n'ont pas le même prix. C'est le marché qui l'exige. Et le marché dépend de plusieurs paramètres. Le produit lui-même. Qu'est-ce que le produit propose? Quelle est la notoriété du produit? Quelle est la qualité du produit? Quel est le prix du produit? Quel travail a été fait autour du produit pour qu'il ait cette valeur-là? D'accord? Donc, si nous constituons nos œuvres comme des produits, nous devons être prêts à accepter
les challenges du marché. Il est clair que Toofan aujourd'hui a de la valeur. Mais il est en même temps clair que Toofan aujourd'hui n'a pas la même valeur que d'autres artistes comme cités. Ils doivent en être conscients. Et ils en ont la conscience, je suis certain, et ils travaillent pour encore progresser. Ok? Maintenant, peut-être que Toofan, je prends toujours Toofan. Toofan a du talent, mieux que des artistes ivoiriens, mieux que des artistes sénégalais ou, comment dit-on, camerounais. Mais le marché duquel Toofan émerge n'est pas un marché dont le pouvoir est, c'est pas un marché important. Ok? Toofan vient du marché togolais. Et les artistes au Togo, peut-être Toofan vaut au Togo, quoi, 10 000 euros. Ok? Si le même Toofan est placé dans un marché autre que togolais, peut-être qu'il va valoir 30 000 euros. D'accord? Donc, il y a ces paramètres-là qui jouent quand on va à l'international. C'est pourquoi les artistes, à un moment donné, cherchent à appartenir à un marché plus grand, sans perdre leur base. C'est la seule condition pour qu'ils puissent gagner comme les Davido, comme les autres, parce que c'est le marché qui définit la valeur du produit. Donc le marché nigérian est un marché super important. Le marché ghanéen est un marché super important. Le marché ivoirien ici. Donc c'est ce marché qui valorise le produit. Et c'est cette valeur du produit qu'on exporte. C'est parce que Toofan est bon qu'il va valoir un produit du marché américain ou du marché sénégalais. Ce n'est pas évident. D'accord? Il faudrait qu'on travaille nous aussi à ce que notre marché prenne de la valeur et transmette cette valeur-là à nos produits. Maintenant, sur le plan local, c'est très simple. Combien rapporte un événement? Je suis entrepreneur, je suis dans la logique d'un événement. Combien ça me rapporte un événement? C'est en fonction que je fixe mon cachet. Je reviens à l'exemple du palais des congrès de Lomé. 3000 places. Si je fais les tickets, quoi, à 2500 ou à 2000, j'ai 10 millions. D'accord? Si j'ai mes 10 millions, sur les 10 millions, je dois payer les charges du palais des congrès, la salle, la promo, les panneaux géants, la télé, les spots, les frais, hôtel, tout ce qui ça demande. Prendre toutes ces charges et maintenant payer l'artiste. Si l'artiste seul, par exemple, je prends mon ami Ethan. Si Ethan peut me mobiliser les 3000 personnes, si c'est 3 millions que j'ai prévu pour le cachet de l'artiste, s'il me l'assure, je lui donne les 3 millions. Mais difficile qu'un artiste togolais puisse te garantir de mobiliser lui seul ce public-là. Donc obligatoirement, même pour les conseils dédicaces, qu'est-ce que nous faisons? On compose. On compose un répertoire qui permet de garantir notre public. Et difficilement même quand on compose, difficilement on arrive à monter au fond du palais. D'accord? Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas un jeu. C'est la réalité. C'est ce qui définit les cachets. Donc, si c'est 3 millions qu'il faut répartir à 10 artistes qui sont invités pour avoir les 3000 personnes, combien le cachet vaut en moyenne? Faites les calculs. Ce n'est pas nous, c'est le marché. Il y a plusieurs facteurs. À ce niveau, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur historique, il y a un facteur, je peux dire, économique et politique. L'environnement même n'est pas structuré. Historiquement, les entreprises qui ont eu de la ressource, qui font du sponsoring, ne le faisaient pas réellement dans un contrat gagnant-gagnant où les gens ils veulent de la visibilité, ils consomment ton événement, ils consomment ton produit. Non. C'était beaucoup plus lié à des affinités, à, je dirais même des subventions. Ok? Donc, on veut accompagner un événement parce que c'est un événement qu'on trouve bien, on l'accompagne. Alors que la règle doit reposer sur l'échange visibilité. C'est la visibilité que le sponsor vient acheter sur nos événements. Si j'arrive à lui démontrer que son image, sa marque, ses informations, son message passera par mon concert ou ma soirée ou mon défilé de mode à l'endroit de 10 000 personnes, 20 000 personnes, il évaluera l'impact, il me paiera en fonction. Ok? Aujourd'hui, ça 20 000, la plus grande salle au Togo fait 3 000 personnes, le palais. Nos espaces comme Adjafi, comme la plage, font des fois 10 000, 15 000 personnes.
Combien valent les 15 000 personnes pour un sponsor? C'est ce qui définit la règle du sponsoring. Et lui dit, le canal Olympia? Non, c'est 300-500 places. L'espace grand public, oui, voilà. Ces espaces-là peuvent valer à 5 000, 10 000 personnes. Mais combien les 10 000 personnes valent pour un sponsor qui va acheter de la visibilité? Il a fait les comparaisons. Quand il fait un panneau d'affichage en ville, à 120 000 le panneau ou à 300 000 le panneau, il atteint une masse aussi. Donc lui, il fait aussi son business. Donc il évalue combien il peut mettre derrière ton événement pour qu'il ait telle visibilité. Ok? Donc c'est en fonction qu'ils font leur calcul. Malheureusement, l'environnement n'étant pas réellement structuré, les choses n'étant pas vraiment organisées, les entreprises qui ont des ressources affectent ces ressources-là sur des bases qui ne sont pas vraiment des bases de marketing, des bases de sponsoring. C'est sur d'autres bases que ça s'affecte. C'est comme ça. Il faudrait qu'on travaille à ce que ça change, à ce que les ressources, les sponsoring soient affectés en fonction de la taille des événements, de la notoriété de l'événement, du public qui est mobilisé, et que ce ne soit pas parce que, bon, c'est une relation que je connais bien, il faut l'aider, il faut l'accompagner, donnons-lui 5 millions. Bon, l'autre, lui, donnons-lui 500 000. Il faudrait qu'il y ait un travail de fond pour permettre aux entreprises aussi de nous affecter les fonds. Et là, c'est les acteurs de l'événementiel qui doivent s'organiser et proposer des solutions claires, des planifications claires aux partenaires. D'accord? Maintenant, le sponsoring n'est pas un don. Le sponsoring, c'est un achat de visibilité, c'est un achat de présence. Donc, il faudrait que nous travaillions à ce que la présence que nous vendons à nos partenaires soit de qualité. D'accord? Il faudrait qu'on travaille plus. Si je fais à Diafi, je mobilise quoi? 10 000 jeunes par jour et que c'est des adolescents en majorité, est-ce que ça concerne toutes les entreprises du Togo? Pas forcément. Parce qu'ils n'ont pas un produit qui est adressé aux adolescents. Ça ne les intéresse pas. D'accord? Il faudrait que je trouve des entreprises qui ont des produits qui sont adressés aux adolescents et que je leur justifie que sur mon site, j'ai 80% d'adolescents qui circulent en moyenne 7 000 par jour. Donc, si le cadre est organisé et que j'ai la possibilité de me défendre, je présenterai mon produit de la sorte. D'accord? Donc, si j'ai un événement de mode où les vêtements, les créations seront vendues en minimum 500 €, 1000 € et que je vais faire la publicité à Farm Milk, je ne trouve pas, Farm Milk ne trouvera pas d'intérêt à accompagner un événement qui est destiné pas aux jeunes, pas aux adolescents, pas aux enfants, parce qu'on se suit. Donc, il faudrait qu'on travaille derrière à ce qu'on s'organise mieux. À qui on adresse nos dossiers de sponsoring, qu'est-ce qu'on leur propose, qu'est-ce qu'on vient leur vendre. Ça, c'est un travail que les agences ou les promoteurs culturels devraient faire, mais dans un cadre organisé. Parce qu'il y en a qui le font, mais qui ne sont pas identifiés, qui ne sont pas accompagnés. Et là, ça frustre et ça décourage. Bebe nyama basa merebe nyawe na mapanko agbe nyama wonu keje nencha majavi nyobe some merebe munya some apeta mu kwato le close ye mu jogbe dabe wo kekele ne klero miame papa mu yan wo blessing kengo la so odola nyame na tete boya lava odola do hope si be choise nega no to vi tu kaji kakagbereka maula ira umbena ola pa oh my way mbena sevi wo bebe oh my way milenia we ya vole votame besia gole fan vi benkele de la lua munya vole votame ça ne pioro que se ven poson la deo Kembra son odola nyabe na tete ko yalaba odola do hope si be choise nega no to vitu kwaji kakagbereka maula ira mbena ola pa oh my way mbena sevi wo bebe oh my way milenia we esa dom tele dalo esa dom tele cheo tu penses à la monnaie à tes enfants à toutes ces promesses. Oui, c'est clair et c'est net. Comme pour tous les secteurs du pays, de l'économie, le pouvoir central, l'État peut accompagner. L'État peut apporter des mesures spéciales, des mesures
ciblés pour accompagner un secteur, comme cela se fait déjà avec l'agriculture, par exemple, avec l'économie maritime, par exemple. L'État peut décider d'accompagner le secteur des arts et de la culture. D'accord? Et quand l'État le décide, l'État peut prendre en compte les propositions des acteurs, les mettre peut-être à contribution, prendre en compte des propositions et en faire une stratégie ou une feuille de route qui va essayer sur un moyen terme ou un long terme d'améliorer le cadre de travail, l'environnement même, c'est l'écosystème, le marché, les professionnels, le produit, tout ce qui rentre en compte dans le cadre. C'est pas juste des décisions. D'accord? On prend des mesures qui changent l'environnement de travail, qui apportent des solutions concrètes et durables à nos problèmes. Et les choses vont évoluer. Le marché va se développer. D'accord? Je pense par exemple à l'identification et à la formation. L'État devrait, par exemple, si, comment dit-on, un plan d'action ou une feuille de route est décidée, devrait prendre en compte dans cette feuille de route-là l'accompagnement de la promotion et de la valorisation des talents à la base. Les écoles, collèges, primaires, collèges, surtout. D'accord? Encourager qu'il y ait dans ces établissements-là qu'on reprenne les chants, la danse, la chorégraphie, tout ce que les écoles nous apportaient à la base avant qu'on ait le digital, qu'on ait les grandes salles. Nous tous, on est passé par là. Donc, il faudrait que les écoles reprennent ça. Des concours inter-écoles, par exemple. Pourquoi pas les interclasses, par exemple, autour des arts et de la culture. Pas forcément autour des matières pédagogiques, la science, le sport uniquement. L'État peut imposer ça ou instaurer des programmes pareils qui accompagnent cette base-là. Et on identifie les talents très tôt. On leur apporte un accompagnement soutenu au cours de leur carrière scolaire, c'est-à-dire jusqu'au lycée, à l'université, on les accompagne. Et ça se fera de soi. Okay? Quand je prends, par exemple, l'industrie culturelle, les entreprises qui sont spécialisées, je ne parle pas des gens qui sont dans leur salon et qui se prennent pour des promoteurs culturels. Je ne parle pas de ces personnes-là. Ils font une autre activité. L'industrie culturelle peut être accompagnée. L'État peut mettre en place, dans un cahier de charge, une feuille de route, mettre en place des mécanismes d'incitation à l'entrepreneuriat culturel. D'accord? Comment on le fait pour l'agriculture? L'État peut décider, par exemple, que les taxes liées au salaire, liées à certaines charges, les taxes soient défiscalisées. Ces charges-là soient défiscalisées, par exemple. C'est-à-dire, je prends l'exemple de Foire Adjafi, où Foire Adjafi est sujet à payer des redevances ou des taxes à l'État sur les tickets, par exemple. Si ces tickets-là, ces recettes-là étaient défiscalisées, nous n'aurions pas à les payer, ce qui donnerait plus d'énergie à nos entreprises pour s'en sortir. Parce que d'abord, la recette n'est pas énorme. Ici, il faut encore payer des taxes sur ces recettes. Ça réduit les marges de rentabilité. Donc, pour une période donnée, l'État peut décider d'accompagner spécifiquement les entreprises organisées, spécialisées dans l'événementiel sur certaines charges. L'État peut décider d'apporter des bonifications aussi sur les crédits bancaires. Il y a des actions que l'État peut mener pour accompagner, en collaboration avec les acteurs impliqués, les banques, les institutions de finances, et puis l'OTR, la Caisse nationale de sécurité sociale. L'État peut mettre en place un environnement favorable aux affaires de la culture. Actuellement, ce qui se fait, c'est général. D'accord? L'État a commencé il y a de cela une quinzaine d'années. Il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place, mais très peu de mécanismes sont spécifiquement dédiés aux acteurs du milieu. Le Fonds d'aide à la culture accompagne les artistes, les promoteurs, apporte du souffle, mais ce n'est pas un traitement ciblé. Ce n'est pas un traitement ciblé. Il faut un traitement ciblé qui accompagne les professionnels, ceux qui créent le marché de la culture et des arts. C'est les entreprises qui organisent des événements, qui créent ce marché-là. Les entreprises qui financent les artistes, qui financent les produits, qui financent les productions, ce sont elles qui créent le marché. Donc, il faudrait qu'on les accompagne, qu'on les prenne en compte. Il y a les techniciens de son, il y a les ingénieurs, oui, mais derrière tous ces acteurs, il y a ceux qui investissent dans l'entrepreneuriat culturel, dans l'événementiel lié
aux arts et à la culture. Donc, il faudrait qu'on prenne des mesures peut-être pour les accompagner. Okay? Les infrastructures, l'État peut améliorer la dynamique de construction des infrastructures. Okay? Il y a les maisons des jeunes qui se multiplient, qui proposent déjà des salles de spectacle, mais l'État peut aller au-delà et avec les communes qui s'installent, obliger chaque commune, par exemple, à mettre en place un centre culturel ou un espace culturel de minimum 1000 places. On a des 200 places, des 100 places. Bon, c'est ça limite notre marché. Donc 1000 places, peut-être pour les communes, 5000 places pour les régions et 10 000, 15 000 places pour Lomé, parce qu'on n'en a pas. D'accord? Et les stades municipaux à l'intérieur des villes ne permettent pas forcément de faire tous les spectacles. Donc on s'adapte aux infrastructures qui existent, mais ce n'est pas des infrastructures qui sont dédiées aux événements. Ça réduit même la qualité de l'événement. Si on a une salle, une infrastructure qui a été conçue, comme vos studios ici, conçue pour faire des enregistrements, la qualité de l'émission sera parfaite. Mais si on adapte cette émission, cet enregistrement dans un cadre qui n'était pas préparé pour ça, on va faire des efforts, on fera nos magies comme on fait souvent, mais on n'aura pas les mêmes résultats. D'accord? Donc il y a d'autres idées que l'État peut mettre en place, le ministère peut proposer sur une feuille de route claire. Je dis bien feuille de route claire, mais établie, élaborée avec la contribution des vrais acteurs, des professionnels de l'événementiel et exécutée par ceux qui connaissent ou ceux qui savent le faire. D'accord? Moi, je demanderais à ceux qui veulent rester dans notre industrie, qui est en création, parce que l'industrie de la musique ou des arts est en création au Togo. Ça n'existe pratiquement pas. Il n'y en a pas réellement. Ceux qui veulent participer à cette création, à ce développement, de se mettre au travail. D'accord? De se mettre dans la peau de toute entreprise. De la même manière, il y a une compétition saine entre les entreprises commerciales ou de services. De la même manière, il y aura une compétition saine entre les entreprises culturelles. Les gens doivent se mettre à niveau, que ce soit par l'accompagnement de l'État ou par leurs propres moyens. Les gens doivent participer à des actions de renforcement des capacités, doivent se mettre à niveau pour avoir les meilleurs outils, les meilleurs moyens, les meilleures attitudes pour travailler. Donc, se comporter comme des entreprises, sortir du feelings, sortir de la passion pour aller au-delà, pour en faire un job. Il y a plein de musiciens, il y a plein d'artistes qui n'en font pas de job. Il y a des églises qui produisent tout le temps des musiciens, des artistes, mais qui n'en font pas un métier, qui ne le font pas passion. Je connais même des cas de ce pays qui ne chantent pas passion, ils n'en font pas un métier. On peut le faire, c'est permis. Mais dès qu'on en fait un métier, il faut se comporter en entrepreneur du secteur et travailler comme tout entrepreneur. C'est le message que je peux passer, ce qui nous permettra à nous tous d'arriver à mettre en place un marché rentable au Togo. Je vous en prie.